Je pense qu'on va quand même commencer nos échanges. On verra si davantage de collègues nous rejoignent au cours de la session. Donc bonjour à tous et à toutes. Bonjour Jocelyne, bonjour Abdel. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc je suis Lamine Abad. Je vous accompagne sur ce cours autour de la localisation des ODD, un outil pour la transformation locale. Ce cours est mis en œuvre par le Conseil provincial de Barcelone et par CGLU, Cité Gouvernements Locaux Unis. Et on a aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Serge Alou, qui est conseiller technique en finances locales, avec une très longue trajectoire dans la coopération et le développement. Il a occupé de nombreux postes à responsabilité dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, il apporte tout son savoir et son expérience au réseau mondial. Et puis, Fernando Santauro, qui est le chargé d'apprentissage au niveau de CGLU, puisque cette activité du cours en ligne est notamment une activité menée par l'agenda d'apprentissage de CGLU. Aujourd'hui, l'idée, c'est un petit peu de discuter autour de l'environnement favorable des ODD, l'environnement favorable nécessaire à la mise en œuvre des ODD et notamment comment les processus de décentralisation, de gouvernance multiniveau et la question des ressources sont des éléments fondamentaux pour accompagner les autorités locales et les aider à mieux assumer leur rôle et à mieux mettre en œuvre les objectifs de développement durable sur leur territoire. Je vais laisser la parole à Serge qui va peut-être d'abord nous faire un peu de contexte et nous introduire un peu au travail de CGLU et notamment au travail que fait CGLU sur une question qui est fondamentale, qui est celle des finances locales, puisque on le dira certainement dans les conclusions, mais toutes les étapes sont importantes, mais la question des ressources, qu'elles soient techniques, humaines ou financières, finissent toujours par être les nerfs de la guerre et on peut demander des compétences, on peut avoir beaucoup de projets, mais si on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre, c'est toujours compliqué. Donc voilà, merci Serge pour cette petite introduction, puis après on reviendra vers Abdel et Jocelyne pour écouter un peu plus des expériences de leur territoire. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, Lamine. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, Abdel. Donc, comme Lamine l'a dit, moi, je suis au secrétariat mondial de CGLU où j'essaie de faire avancer la cause de la localisation des objectifs de développement durable à partir de la question autour de la question des finances des collectivités territoriales. En fait, CGLU considère que on ne peut pas faire en sorte que les gouvernements locaux, les collectivités territoriales de façon générale soient au cœur de la mise en œuvre des objectifs de développement durable si ces mêmes collectivités locales ne disposent pas des ressources, qu'elles soient des ressources techniques, humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Juste un chiffre, un certain nombre d'études dans différentes régions du monde ont montré que près de 2/3 des objectifs de développement durable ne pourraient être atteints sans une action déterminée au niveau local, et donc par les collectivités territoriales. Donc c'est dans ce contexte que nous posons la question du renforcement de l'assise financière des collectivités territoriales et que nous agissons à CGLU à différents niveaux pour avancer là-dessus. L'une des premières choses que nous faisons dans le cadre de cette stratégie générale, c'est en partenariat avec l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, donc qui rassemble la plupart des pays dits développés dans le monde, c'est le fait que nous ayons mis en place un observatoire
un observatoire mondial des finances, comme nous appelons comme ça, un observatoire mondial des finances et de l'investissement des collectivités territoriales. L'idée, c'est de pouvoir disposer de données sur l'état des finances locales dans le monde. Et donc, dans le cadre de cet observatoire, nous avons publié assez récemment le dernier rapport de l'observatoire, donc le rapport 2019 de l'observatoire, qui comprend plus de 120 fiches sur 120 pays, donc 124 exactement, 124 pays où nous avons rassemblé des informations sur les questions de la décentralisation, le contexte de la décentralisation, les responsabilités des collectivités territoriales, leur champ de compétences, etc. Et puis, dans la mesure où c'était possible, des informations spécifiques sur les ressources des collectivités territoriales, la nature des dépenses des collectivités territoriales, et puis l'accès ou non que pouvaient avoir les collectivités territoriales au crédit et au financement sur les marchés financiers. J'y reviendrai parce que c'est un problème, enfin, c'est une question à nos yeux extrêmement importante. Donc en fait, donc il y a un site web où on peut aller consulter toutes ces informations. Vous pouvez aller télécharger les fiches sur chacun des pays que vous souhaitez. Je ne sais pas, Abdel est originaire du Bénin, il y a une fiche sur le Bénin. Jocelyne, je ne sais pas, vous êtes du Bénin aussi? Du Bénin aussi. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Ben, donc, si vous allez sur le site, vous allez trouver une fiche sur le Bénin, puis une fiche sur un certain nombre d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, qui permet aussi des comparaisons. Et dans le cadre de cet observatoire, sur le site, vous avez une base de données qui rassemble l'ensemble des informations que nous avons pu collecter. Ce qui n'est pas facile, d'avoir des informations précises sur la question des finances des collectivités territoriales, parce que ce n'est pas quelque chose qui est encore complètement acquis, je dirais, de suivre, de publier des informations sur la question des finances locales. Donc, autant c'est relativement facile d'avoir accès à ces informations aux échelons nationaux dans la plupart des pays du Nord, autant c'est très difficile d'avoir accès à ces informations dans un très grand nombre de pays d'Afrique, mais aussi d'Asie ou d'Amérique latine. Donc bon, on a essayé malgré tout de rassembler le maximum de choses et de le mettre à disposition de qui veut aller le voir. On peut faire des comparaisons d'ailleurs entre pays sur les ressources, sur le poids des ressources par rapport ou le poids de la dépense réalisée par les collectivités territoriales par rapport au poids de la dépense publique en général, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut sortir là pour voir quel est le poids réel des collectivités territoriales dans l'action publique à partir de ces questions de finances locales. Donc ça, c'est un travail qui nous occupe beaucoup à CGLU. On a, c'est pas facile, donc comme je vous le disais, de rassembler de l'information, de la mettre en forme, etc. Et c'est un travail qui aussi sert à une autre activité que nous développons à CGLU, qui est le plaidoyer. Donc, un bon plaidoyer ne peut se faire, et ça fonctionne à tous les niveaux, au niveau international comme au niveau national, un bon plaidoyer ne peut se faire que si l'on dispose effectivement de données qui nous permettent d'appuyer, d'étayer ce plaidoyer. Sinon, ce sont des mots, ce sont des idéologies en conflit. Et là, l'idée, si vous voulez, c'est de pouvoir étayer le plaidoyer que nous pouvons réaliser pour plaider pour un renforcement de l'assise financière des collectivités locales à partir de données concrètes, précises et indiscutables que nous pouvons collecter. Et donc,
effectivement, on a, sur cette question des finances locales à nouveau, mis en place, on appelle ça la coalition de Malaga, parce qu'elle se réunit tous les ans, au moins une fois par an, à Malaga en Espagne, la coalition de Malaga pour les finances municipales, où on essaie de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs internationaux, voir comment on peut mieux plaider la cause des collectivités territoriales et la cause du renforcement des ressources des collectivités territoriales dans le monde, notamment auprès du système des Nations Unies ou d'autres instances multilatérales. Donc, on a toute une action de plaidoyer. Donc, un plaidoyer étayé sur des données, hein, c'est ça l'idée. Et un bon plaidoyer doit être étayé de notre point de vue sur des données fiables sur ces questions. Un deuxième axe de ce que nous faisons en matière d'appui au niveau de CGLU, c'est le travail qu'on essaie de faire en matière d'échange d'expériences entre les villes, entre les collectivités territoriales, sur ces aspects de finances locales, les innovations qui peuvent avoir été mises en place ici ou là. Et l'idée, c'est d'offrir un espace aux collectivités territoriales pour pouvoir échanger autour de ces questions. Donc, c'est quelque chose qu'on démarre. On a mis en place ce qu'on appelle une communauté de pratique autour de ces questions de finances locales, qui nous permet donc de débattre, et notamment, par exemple, à l'occasion de la crise du Covid, on a organisé, dans le cadre de toute une série de réunions organisées par CGLU sur la façon dont les collectivités locales faisaient face à cette crise. Nous avons organisé une session particulière sur la question de l'impact qu'avait eu cette crise sur les finances locales et de la façon dont on pouvait se sortir de ces problèmes. Donc, en appelant un certain nombre de villes à débattre de la façon dont elles avaient abordé, dont elles avaient affronté cette crise. Donc ça, c'est un deuxième axe du travail que nous avons engagé à CGLU autour de cette question, du renforcement des ressources des collectivités. Et puis un troisième axe important aussi, c'est la mise en place d'un fonds que nous avons appelé le Fonds international d'investissement municipal, qui est un fonds qui vise à faciliter l'accès des collectivités territoriales à l'emprunt et au crédit. Alors, je m'explique. Les collectivités territoriales donc, ont différents niveaux de ressources, on en reviendra peut-être, hein, des ressources qui sont des ressources propres, à partir des impôts, des taxes, etc., qu'elles peuvent lever sur leur territoire, des transferts des États centraux, des dotations, des subventions qu'elles peuvent recevoir aussi. Bon, en Afrique en particulier, un troisième bloc important de ressources, c'est tout ce qui peut venir de coopérations internationales, qu'elles soient bilatérales ou décentralisées. Un des problèmes auxquels sont confrontées les collectivités territoriales, notamment dans les pays en développement et des pays à urbanisation rapide, est qu'elles ont peu ou pas du tout accès au crédit. Elles ne peuvent pas emprunter auprès des banques, elles ne peuvent pas emprunter pour réaliser des investissements. Donc, elles n'ont pas de relation avec le marché privé des capitaux. Et donc, il nous semblait important d'aider, de voir comment on pouvait faciliter l'accès des villes au marché de capitaux, au marché financier.
Alors, il peut y avoir différentes formes d'appui de ces marchés à l'investissement des villes. Ça peut être donc des prêts, effectivement, donc une dette encourue par les collectivités pour réaliser un certain nombre d'investissements qu'elles peuvent ensuite rembourser. Ça peut être des prises de participation dans des mécanismes un peu plus innovants qui permettent de réaliser un certain nombre d'investissements en matière d'infrastructures, d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, etc. Mais, donc, tout ça pour dire qu'il était important à nos yeux de montrer que les villes pouvaient être, étaient des acteurs publics comme les autres et qu'elles devaient pouvoir emprunter sur les marchés financiers pour pouvoir réaliser des investissements. Parce que ce n'est pas avec les maigres ressources qui sont les leurs, tant en matière de ressources propres que de transfert des États centraux qu'on pouvait réaliser les investissements à la hauteur des besoins qui étaient les leurs. Donc on travaille là-dessus en lien avec le UNCDF, le Fonds d'équipement des Nations Unies, en lien aussi avec le Fonds mondial pour le développement des villes. Et on travaille actuellement avec un certain nombre de villes. Donc, on avait lancé un appel à initiative auprès des villes dans notre réseau CGLU pour voir qui était intéressé pour avancer sur ces questions, pour bénéficier d'un crédit. Enfin, au final, hein, c'était ça l'idée, qui pouvait être mobilisé par ce fonds. Et donc, on a eu une dizaine de villes qu'on a été amené à sélectionner. On travaille en lien étroit avec 5 d'entre elles, certaines en Afrique. Et alors, puisqu'on est au Bénin aujourd'hui, dire simplement qu'on avait sélectionné la ville de Porto Novo qui avait fait une demande d'accès au fonds. On a commencé à travailler avec la ville et puis il y a eu des élections, le maire a changé et donc on est dans l'attente actuellement de savoir si effectivement on va pouvoir, si le projet qui nous avait été présenté par le maire précédent est toujours d'actualité et si on va pouvoir continuer de travailler avec la ville de Porto Novo. Donc on attend, mais à côté de cela, on travaille avec la ville de Koumassi au Ghana ou avec la ville de Santomé, à Santomé, le district d'Aguagrande, la capitale de Santomé, où on travaille avec la ville de Chefchaouen au Maroc, pour avancer avec elle dans donc la préparation de leur projet. Donc ce que nous leur apportons, c'est une assistance technique à la finalisation de leur projet, de telle façon à ce que ce projet puisse être présenté aux gestionnaires du fonds que nous avons sélectionné, donc, qui rassemble des capitaux sur les marchés privés et qui va pouvoir prêter à la ville pour réaliser cet investissement. Donc voilà ce qu'on fait. Donc on a une action à différents niveaux, une action à la fois où on essaie de rassembler de l'information, donc de livrer de l'information, de donner à voir quelle est la situation des finances des collectivités territoriales dans le monde. Cela alimente le plaidoyer que nous pouvons réaliser tant aux échelles internationales et peut servir aussi au plaidoyer que peuvent réaliser les collectivités territoriales à leur échelle nationale pour plaider pour un renforcement du rôle des collectivités locales, des ressources financières des collectivités locales. Souvent, on le voit, hein, quand vous faites la comparaison entre différents pays, eh bien, les pays qui sont un peu derrière les autres se disent « mais attendez, regardez, à côté de chez nous, voilà comment ça se passe ». Voilà, par exemple, le montant des transferts que peuvent avoir les collectivités territoriales. Ce n'est pas le cas chez nous. Comment cela est-il possible, etc. Donc, ça peut aussi alimenter le fait de pouvoir disposer de données à une échelle internationale, peut aussi alimenter le plaidoyer qu'on peut réaliser aux échelons nationaux. Donc, c'est le premier axe de notre travail. Deuxième axe, comme je vous le disais, c'était cette question de l'échange d'expériences et du renforcement des savoir-faire à partir de la confrontation et de l'échange d'expériences. Et puis, troisième axe, plus concret, je dirais, l'idée, c'est de pouvoir accompagner
le financement de projets portés par des villes sur les marchés financiers, de montrer que les villes peuvent être des sujets de crédit comme les autres, que ce sont des acteurs publics, qu'elles doivent avoir accès à l'ensemble des ressources qui existent sur le marché, et notamment les ressources privées, pour pouvoir financer leurs investissements. Voilà, Lamine, je m'arrête là. Je sais pas voilà, j'ai présenté en quelques mots ce que nous faisons sur ces questions. Donc, je suis bien sûr à la disposition pour compléter et pour répondre à d'éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup, Serge, pour ta présentation. Je pense très complète. Je pense qu'on a une opportunité ici. Jocelyne, le message est lancé puisque Jocelyne est collaboratrice du maire de Porto Novo. Donc, oui. Donc je pense qu'il y a le message est passé et ça serait peut-être une opportunité de voir si le dossier peut avancer et si cette collaboration qui avait commencé sur le mandat précédent peut continuer. Je dirais ça, c'est aussi un élément assez important qui sort un peu du cadre de la question des ODD, mais qui est peut-être aussi en lien, c'est que la question de la continuité, tu parlais de l'échange d'expériences, du plaidoyer, il est vrai que les autorités locales peut-être parfois pêchent un petit peu dans la question de la continuité. Quand on voit par exemple au niveau des États, les engagements qui sont pris au niveau étatique, sauf certains cas très particuliers que nous connaissons, notamment par rapport aux accords de Paris, sans citer le pays particulièrement. En général, les accords qui sont pris et les engagements continuent, peu importe le mandat politique qui est donné, puisque c'est un engagement de la nation en question. Et c'est vrai qu'au niveau local, très souvent, il y a des retards parfois qui se passent ou des déconnexions quand il y a des changements de mandat politique, ce qui est aussi je dirais le droit et le rôle des élus de choisir l'orientation qu'ils veulent donner à leur politique. Mais c'est vrai que parfois, ça serait bien de pouvoir aussi assurer cette continuité des travaux, peu importe les responsables qui sont au pouvoir. Et ça, on le voit souvent dans la présence de certaines villes par alternance qui sont très engagés, puis moins engagés, puis très engagés. Et peut-être ici, le rôle des techniciens et des services techniques, je pense, doit être encore renforcé parce que c'est aussi à eux d'assurer cette continuité des travaux, des coopérations. Ils le font très bien, mais il faudrait peut-être voir comment encore mieux les accompagner dans ce domaine-là. Mais en tout cas, le message est lancé. On verra si Jocelyne peut accompagner un retour sur cette question-là. Serge, tu mentionnais donc Jocelyne, allez-y, je vous laisse la parole si vous voulez. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui. Merci, Monsieur Lamine. Je vous remercie de me donner la parole. J'avais 2 ou 3 préoccupations suite à la présentation de Monsieur Alou. La première, c'est que le site dont il a parlé, nous n'avons pas eu le temps de le noter. Donc, s'il peut nous le redonner, vous nous l'envoyez, je ne sais pas. Alors, j'ai partagé dans le chat, si vous voyez dans le chat, j'ai partagé la fiche Bénin en elle-même et je vais vous mettre de suite le site web. Je remarque aussi que dans le rapport 2019 a été mentionné aussi avec le lien dans les lectures complémentaires du cours, mais vous pouvez retrouver toutes les informations. La fiche, Lamine, je crois que tu as envoyé la fiche en anglais. Alors, le site est en anglais, on a travaillé en anglais à l'origine, mais on a fait des traductions en français des fiches, ensuite notamment des pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc, la fiche du Bénin existe en français aussi, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire que nous l'avons traduite en français. Et donc, quand vous allez sur le site, quand vous allez sur l'onglet où il y a écrit Fiche, Country Profiles, dans les profils pays, si vous descendez, vous avez toutes les fiches en français. Il y a des fiches en espagnol aussi et vous pouvez télécharger la fiche en français. Donc, on a une fiche sur le Bénin, je crois qu'on a une fiche sur le Cameroun aussi, je crois que Paul
Martial est là. Donc, enfin, on essaie de rassembler de l'information sur un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, et puis d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud aussi. Enfin, bon, donc, on a essayé de couvrir un peu l'Afrique dans son ensemble. C'est pas toujours facile. On n'a pas couvert tous les 54 pays d'Afrique, mais les principaux sont là. Hein. Il y en a plus d'une trentaine, je crois, qui a été couvert. Donc, je pense que si vous allez sur le site, vous allez trouver l'affiche en français en bas. J'ai mis les liens aussi dans le chat. Merci pour la précision. Et j'ai mis le lien en français pour le Bénin et pour le Cameroun. Super. Sûr, vous avez aussi le lien aussi directement pour l'ensemble des autres. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ma deuxième préoccupation concerne le projet de Porto Novo. L'équipe, c'est vrai, l'équipe municipale vient de changer. J'aurais souhaité avoir plus de précisions sur l'objet ou la nature du projet qui a été soumis venant de l'équipe intérieure. Vous savez, M. Lamine a bien parlé tout à l'heure de déficit d'information en cas de changement d'équipe. Et je crois qu'actuellement, l'équipe municipale est à pied d'œuvre pour faire le point de tous les projets existants. Ça serait un sacré coup de main que vous nous donnerez en nous précisant ce projet. D'accord. Si je peux me permettre sur ce point-là, juste parce que je pense que ça c'est une conversation plus privée, voilà, plus spécifique. Donc je vous propose de transmettre vos coordonnées, Jocelyne, à Serge, et puis je le laisserai. On discute après, voilà. Hein, on va en reparler. Mais c'est intéressant que vous me demandiez à moi quel est le projet que Porto Novo, dans la ville dans laquelle vous travaillez, à présenter. C'est quand même intéressant en matière de circulation d'informations. Hein. Merci beaucoup, Serge. Mais effectivement, mais on va en reparler parce qu'effectivement, c'était, y compris le maire précédent était venu à notre congrès mondial à Durban pour présenter ce projet, pour dire tout l'intérêt de la ville avait vis-à-vis de ce projet. Donc, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas cette soudure qui soit faite. Hein, bon, et donc, bravo, merci de cette opportunité qui nous est donnée pour nous mettre en relation. Effectivement, Lamine, on va en rediscuter avec Jocelyne ultérieurement, mais et on va essayer de faire avancer donc, ce projet avec vous aussi. Parfait. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Ma dernière préoccupation est adressée à M. Lamine parce que je crois que j'ai été inscrite dans la session sur le thème de la décentralisation. Et là, nous sommes en train de parler de finances publiques ou de finances municipales. Je ne sais pas si je suis bien à ma place ou… Oui, ne vous inquiétez pas, Jocelyne. Là, c'était un peu d'introduction, puis on prenait un peu plus de temps, puisqu'aujourd'hui, on est un peu moins nombreux. Donc, je pense que c'était aussi l'opportunité d'avoir un échange un peu plus informel et aussi de profiter de l'expérience de Serge qui est avec nous et de prendre un petit peu de son savoir. Je pense que c'est des éléments très, très utiles. Mais bien évidemment, là, je vous propose qu'on revienne sur les différents aspects de la session qui était prévue. Donc, dans la session, le webinaire se divise en 3 discussions. Aujourd'hui, on fera celle qui vous intéresse. Il y avait la première discussion, c'est sur la question de la décentralisation. En effet, le cadre de décentralisation nécessaire pour un environnement favorable. La deuxième, c'est sur la question de la gouvernance multiniveau. Et puis, la troisième session porte sur la question des ressources et au final qui est un petit peu une conclusion, je dirais, parce que le cadre de décentralisation est important, mais la décentralisation des compétences sans les ressources et sans une capacité des autorités locales à avoir accès à des ressources, ça reste une coquille vide. Et de même, la question de la gouvernance multiniveau est très importante, mais elle doit être aussi en lien avec les mécanismes de dialogue, mais aussi les mécanismes de mise en œuvre. Donc, c'était, je pense, ici l'intérêt de cette
cette introduction de Serge. Et là, je vais vous proposer d'entrer directement, de vous donner la parole à vous. Alors, je vois qu'on a aussi Dominique qui vient de nous rejoindre et Paul, bonjour à vous. Je vais vous proposer, parce que je pense qu'on avait, dans la première session d'aujourd'hui, pardon, Eric, j'ai dit Dominique, mais c'est Eric si je ne me trompe pas, Eric Adomayakpo. Vous confirmez, Radom, que c'est bien Eric? Puisque vous êtes avec un pseudonyme. Radom, vous m'entendez? Vous êtes en mute, il faut vous... Donc, et puis, donc, alors, dans l'ordre des interventions, si on reprend les concepts de décentralisation, gouvernance multiniveau et finances locales, on aurait Jocelyne et Eric qui interviendraient sur la question de la décentralisation, Abdel qui parlerait plus spécifiquement de la question de la gouvernance multiniveau. Vous me confirmez, Abdel, que c'est le sujet sur lequel vous vouliez intervenir? Oui. Oui, donc parfait. Et puis après, on fera une petite conclusion. Je vous propose d'écouter vos différentes interventions et de faire une petite conclusion avec Serge et moi-même à la fin. Et puis de recueillir les interventions. On a Paul qui est déjà intervenu dans le webinaire de jeudi, qui se joint encore à nous aujourd'hui. Donc peut-être que Paul, si vous voulez, à la fin des interventions, contextualiser, poser des questions ou faire une intervention, on vous donnera la parole aussi, profitant aussi de votre présence. Donc, je vais commencer directement avec vous, Jocelyne. Donc, Jocelyne, vous êtes collaboratrice du maire de Porto Novo au Bénin. On a parlé un petit peu de la question du Bénin. On a aussi Abdel qui est secrétaire général de la communauté de communes du plateau. Donc, on va avoir deux expériences du Bénin. Donc, c'est aussi intéressant de voir deux expériences sur deux niveaux différents. Donc, je vais commencer par vous, Jocelyne, sur la question de la décentralisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quel est le cadre de décentralisation au Bénin? Et puis, surtout, comment ce cadre contribue à la mise en œuvre ou à aider les autorités locales à mettre en œuvre les ODD, ou quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'autorité locale et comment ce cadre de décentralisation, ce processus pourrait évoluer dans le futur? Quelles sont vos idées, vos visions pour que justement les collectivités locales et territoriales béninoises aient plus de compétences, plus de capacités et plus de champs de manœuvre pour mettre en œuvre les ODD? On va vous laisser entre 5 et 8 minutes pour intervenir. Merci, Jocelyne. Il faut vous mettre, on ne vous entend pas, unmute. Voilà. Ok. Bon, nous pourrons partir d'une définition où nous disons que la décentralisation a pour base ou a pour socle l'autonomie locale, c'est-à-dire le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler, gérer dans le cadre de la loi et sous leur propre responsabilité, au profit de leur population, une part importante des affaires publiques. Alors, cela suppose donc l'existence d'autorités locales différentes des autorités administratives de l'État, avec des capacités, des pouvoirs et des ressources financières et ressources humaines. Alors, nous avons retenu également que cette décentralisation appelle un environnement favorable, c'est-à-dire des politiques, des lois, des institutions, un système de gouvernance, une autonomie fiscale, un niveau d'engagement suffisant, permettant un fonctionnement efficace, concurrentiel et flexible en vue de la réalisation des ODD et du développement. Alors, au Bénin, qu'est-ce qui se passe? La première question, c'est le cadre de décentralisation au Bénin. J'ai pu noter que le Bénin est une république unitaire de 12 millions d'habitants sur 112 000 et quelques kilomètres carrés. Le régime est présidentiel et nous avons 77 communes.
La décentralisation y est organisée par des lois et des décrets accompagnant une reconnaissance dans la Constitution. La mise en œuvre de la décentralisation au Bénin est, comme partout en Afrique, une technique administrative. Disons, cette manière de faire ou ce concept ici pose problème et inquiétude parce que au niveau des élections et dans la pratique depuis le début de la décentralisation, on a constaté comme une privatisation des communes par les partis politiques. Donc, particulièrement Porto-Novo, nous savons que la ville de Porto-Novo ou la commune de Porto-Novo est même élargie à d'autres communes dans le département où nous sommes, qui est le département de l'Ouémé. Nous avons noté qu'un grand nombre de communes constituaient le fief d'un parti politique. Et toutes les élections qui se sont succédées ont donné à ce parti la majorité et donc le droit de gérer ces communes. Alors, dans un département qui a 8 communes ou 9 communes et dont les autorités locales appartiennent à un seul et même parti, je me demande quel est le rôle de la politique dans la gestion des affaires de ces communes et quel est le poids de l'intervention politique sur le terrain. Ce que nous pouvons dire du cadre actuel de la décentralisation au Bénin, c'est que nous avons des institutions, nous avons des textes, nous avons une batterie institutionnelle qui encadre la décentralisation, mais qu'actuellement, de nombreuses réformes et des réformes profondes sont en œuvre. Je n'ai pas souvenance que, en vue d'établir ces réformes, le débat ait été lancé dans le public ou au sein des communes. L'information de l'existence de réformes profondes nous est parvenue par voie, je sais pas, par les réseaux sociaux ou par des communiqués ou des informations radio-télévisées où on apprend que telle réforme a été lancée, telle réforme a été lancée. Donc aujourd'hui, nous ne savons pas quel est le contenu ou quelles sont les nouvelles orientations de la décentralisation au Bénin, et ce qui est un tout petit peu frustrant. Donc, actuellement, pour encadrer les ODD au Bénin, nous avons des mentions donc, de ces objectifs dans le programme d'action du gouvernement. Nous avons sur place une direction générale chargée de la coordination et du suivi et de la supervision au sein du ministère du Plan. Nous avons des textes de loi, textes donc réglementaires sur le statut des agents des collectivités locales. Nous avons un centre de formation qui s'appelle le CEFAL et qui forme successivement les agents, les élus et les autorités des communes ici. Donc, il les forme, qui les initie ou qui juste leur donne le contenu et les principes de gestion d'une commune. Et puis, ça s'arrête là. En dehors de cela, nous avons une maison des collectivités locales ici, au Bénin,
qui apporte son appui aux communes qui la sollicitent d'assistance diverses et variées. Les compétences des communes telles qu'elles ont été prévues par les textes en vigueur concernent la planification, le soutien à l'économie locale, l'eau potable, les déchets, assainissement, la sécurité, l'urbanisme, habitat, l'éducation et la santé de base, le sport et loisirs, culture et tourisme et transport. Voilà ce que je peux dire du cadre de la décentralisation actuellement en vigueur au Bénin. Alors, la deuxième question porte sur ce cadre. Je vais vous donner une minute Oui. pour conclure, s'il vous plaît. Oui. On va aller vers votre conclusion. Pour conclure sur ce premier point, sur cette première question. Sur votre intervention, vous êtes déjà à 8 minutes. Donc, sans blague. Oui, une minute pour conclure. Oh, j'ai quelques petites choses à dire concernant le cadre. Globalement, le cadre est insuffisant. C'est un accompagnement, il est insuffisant, notamment en matière financière et humaine. Il est un frein parce qu'aujourd'hui, nous constatons un recul ou une récupération de certaines des compétences de la ville par l'État central. C'est une difficulté. Par exemple, le domaine de la gestion des déchets. L'État vient de récupérer et organiser et exécute sur le terrain la gestion des déchets. Quel cadre adéquat? Je crois que là, nous avons eu beaucoup d'informations sur les besoins et sur les décisions ou une organisation et des principes clairs et indispensables au succès de la localisation des ODD qui concerne une définition claire et précise des compétences que nous attendons, une amélioration du niveau de transfert des compétences et des ressources, une amélioration des niveaux de compétences et techniques des autorités et des agents. Voilà, globalement ce que je peux dire. La décentralisation au Bénin est en plein questionnement. Nous ne savons pas dans quel sens iront les réformes et nous sommes tous un peu en attente. Alors, c'est un peu la continuité du système antérieur, à l'exception de ce qui a été retiré aux communes. Et puis, c'est une grosse attente actuellement. Merci beaucoup. Merci à vous, Jocelyne. Je crois que vous nous avez dressé un tableau assez intéressant de la situation actuelle. Et vous avez souligné certains éléments, je pense qu'on reviendra dessus un peu plus tard, mais qui je pense, sont très pertinents, notamment cette question de recentralisation et de clarification des compétences. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut absolument, sur lequel il faut travailler. Serge a partagé d'ailleurs et ça c'est une publication très intéressante de CGLU Afrique dans le chat, sur comment évaluer l'environnement favorable en Afrique. Et c'est un guide très très utile, très pratique, très, très concret, étape par étape. Je vous invite aussi à le regarder, qui vous permet de faire une auto-évaluation de la situation sur vos territoires. Et je pense que c'était une publication à signaler et à remarquer. On va passer à Eric Adomayapo-Tovo, qui est stagiaire au niveau de la commune de Ao, au Togo, et étudiant à l'École nationale d'administration, avec une spécialité dans la gestion des collectivités locales. Donc là, on a entendu, Eric, l'expérience du Bénin, assez pertinente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement quel est le cadre de décentralisation existant au Togo et pour répondre aux mêmes questions, dans quelle mesure ce cadre de décentralisation est-il favorable
à une prise en charge par les autorités locales des objectifs de développement durable, ou sinon quelles sont les limites et qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer ce cadre-là, selon vous, bien sûr. Vous avez entre 5 et 8 minutes aussi pour votre intervention. Ok, merci beaucoup. Vous m'attendez, j'espère? Allez-y. D'accord. Merci beaucoup. Je suis Eric Adomaya-Kotovo, comme vous venez de le dire. Pour aller directement dans le vif du sujet, je dirais que plus de 33 ans ou depuis les années 1987, le Togo n'a plus connu des élections locales. Ce n'est que l'année passée, donc avant-hier, ça faisait un an jour pour jour que les élus locaux étaient installés dans leurs fonctions après les élections du 30 juin et les mises élections du 15 août 2019. Donc, en effectivité, la décentralisation a débuté au Togo réellement l'année passée, donc on vient de faire un an. Le Togo est en apprentissage en matière de la décentralisation. Nous sommes à une étape d'apprentissage où les autorités communales aujourd'hui ne sont pas encore outillées en la matière. Nous rencontrons assez de difficultés dans l'exécution de cette fonction parce que les conseillers ne connaissent pas forcément leur cahier de charge, ne maîtrisent pas le contour de la chose, la gestion de la chose publique au niveau local. Et au lieu que ça soit une question des techniciens, on a vu que les politiciens se sont emparés des questions de la décentralisation. Le peu ou la petite expérience que j'ai eue à vivre au niveau de la commune, d'une certaine commune, récemment, montre à suffisance que la bataille politique qui se fait au niveau national, c'est cette même bataille qui se fait au niveau local. Et là, pourquoi? Parce que notre loi fondamentale, ou pas fondamentale, mais l'autre loi qui régisse la décentralisation, confère assez de pouvoir aux politiciens, ce qui fait que il n'y a pas une appréhension trop maîtrisée au niveau des élus locaux. Aujourd'hui, nous constatons finalement que nécessairement les élus doivent aller à l'école de la décentralisation, doivent suivre des formations comme celle-ci, se faire aider quelquefois par des spécialistes, des experts en la matière. Maintenant, l'autre problème fondamentalement, c'est que les élus locaux n'ont pas, ou les communes aujourd'hui sont au nombre de 118 avec le district, donc ça fait 117 communes et puis le district du Grand Lomé qui est hybride, c'est-à-dire composé des élus locaux et aussi des représentants du pouvoir central. Et ces communes aujourd'hui au nombre de 117 ne sont pas viables ou n'ont pas une potentialité de mobiliser des recettes parce que le morcellement des communes a fait que ça s'est fait simplement sur le plan politique pour permettre à certains partis de gagner ou bien d'avoir une certaine dominance au niveau local, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez dans certaines communes comme les communes rurales qui n'ont pas une potentialité économique, qui ne peuvent pas mobiliser des ressources et par ricochet ne sont pas en mesure de faire face aux défis liés aux ODD. Alors, au lieu qu'il y ait fusion au niveau des communes, nous constatons que des petites communes qui, à la fin du mois, peut-être, je vous donne un exemple récemment, où une commune est revenue avec les recettes fiscales de 5 000 seulement de francs CFA à la fin du mois. Est-ce que vous comprenez un peu? 5 000 de francs CFA. Donc,
tous ces défis aujourd'hui montrent à suffisance que nous n'avons pas, ou les autorités n'ont pas réfléchi véritablement, ne sont pas partis à la décentralisation pour permettre un développement sur le plan local, mais sont partis dans une décentralisation pour s'enraciner ou bien pour avoir une base au niveau local, ce qui pose assez de problèmes. Au-delà de ça, il faut reconnaître que les élus n'arrivent pas à se comprendre. Il n'y a pas de concession entre les élus d'un parti et d'un autre parti. Donc, ceci faisant, je me dis, les populations ne trouvent pas, après une année de commémoration où les élus sont entrés en fonction, les populations ne trouvent pas encore les impacts ou l'apport décisif de la décentralisation dans l'amélioration de leur cadre de vie. Donc, cette problématique nous amène aujourd'hui à faire des doléances auprès de l'autorité compétente, l'autorité publique, pour qu'un temps soit peu, on puisse appuyer les autorités locales, on puisse appuyer les communes pour leur permettre de fonctionner normalement et surtout faire face aux ODD. Dans nos localités, il faut reconnaître qu'on a un problème majeur, c'est les problèmes d'eau, les problèmes d'assainissement. Et or, n'ayant pas des moyens nécessaires, vous convenez bien avec moi que ça serait difficile pour nos communes d'arriver à assumer ces fonctions qui leur sont dévolues vis-à-vis de leur population. Et vous arrivez dans certaines communes où pour trouver de l'eau potable, il faudrait parcourir plus de 4 kilomètres. Et nous savons également que nos populations sont majoritairement des paysans ou des agriculteurs. Et les peu des bonnes fontaines, des forages qui sont implantés dans nos localités, et vous convenez avec moi que les paysans, quand ils retournent dans les champs, n'arrivent plus à profiter de l'eau potable. Et ainsi donc sont confrontés encore à ces problèmes. Donc sincèrement, la décentralisation au Togo, en tout cas, nous ne sommes qu'un petit élève ou bien un débutant en la matière, d'où nécessité de suivre ces formations pour pouvoir quand même apporter assez vos expertises à notre pays pour que les années à venir, nous puissions aussi amorcer un développement harmonieux. Voilà un tout petit peu ce que j'ai à dire par rapport à la décentralisation actuelle au Togo. Merci. Merci beaucoup, Eric. Très intéressant votre présentation. Je pense qu'il y a aussi des éléments qui se rejoignent avec ce qu'a dit Jocelyne. Il y a une question de politisation de la décentralisation qu'avait mentionné aussi Jocelyne, des questions de clarité sur les compétences, mais aussi sur les ressources nécessaires. Et puis, il y a ce point qui est aussi très intéressant, c'est sur justement ces mécanismes de dialogue, de gouvernance, parce qu'au final, que ce soit une gouvernance entre les collectivités, mais aussi une gouvernance avec les autres services de l'État. Aussi sur le processus en cours de la décentralisation, Serge l'avait dit jeudi, je pense qu'il pourra en revenir dessus aussi tout à l'heure, que de toute façon, la décentralisation est comme il avait dit, c'est un processus qui est en marche et qui se termine jamais. On voit que dans beaucoup de pays, ça a commencé il y a très longtemps, ça continue encore. Donc, c'est un processus qui est en constante évolution. Mais peut-être, je vais rebondir sur cette question de la gouvernance, puisque c'est aussi un élément fondamental. La décentralisation, certes, c'est donner aux collectivités locales les compétences et le cadre nécessaire pour qu'elles mettent en œuvre ces compétences, mais les collectivités locales ne sont de toute façon pas toutes seules, elles n'ont pas toutes les compétences, elles ne peuvent pas faire abstraction des autres niveaux de gouvernement, et elles ont besoin des autres niveaux de gouvernement et d'administration de toute façon pour que justement les services qui sont produits sur le territoire puissent apporter une amélioration à la qualité de vie des citoyens. Et je voudrais donner la parole dans ce cadre-là je reprends votre nom, excusez-moi, à Abdel. Donc Abdel Afissou Kayode
j'espère que j'ai bien prononcé, excusez-moi, qui est secrétaire permanent des communes du plateau. Donc là aussi, c'est aussi intéressant parce que vous venez d'une structure qui est déjà une structure intercommunale, donc il y a déjà une certaine gouvernance en interne. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur la gouvernance multiniveau au Bénin? On a eu un premier panorama dressé par Jocelyne sur la décentralisation. Dans votre expérience et dans vos territoires, et notamment dans cette dimension d'intercommunalité, comment vous voyez ces processus de gouvernance fonctionner? Est-ce que vous pensez qu'ils accompagnent, ils sont favorables et ils aident les autorités locales pour mieux mettre en œuvre leurs compétences et accompagner les citoyens? Ou est-ce que vous voyez des défis, des limites? Et dans ce cas-là, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait pour essayer d'améliorer ces mécanismes-là, pour qu'il y ait un meilleur dialogue avec les administrations de l'État, entre les niveaux régionaux, départementaux, locaux et entre les collectivités locales, puisque c'est aussi dans ce cadre-là que vous évoluez. Abdel, je vous laisse entre 5 et 8 minutes pour nous guider là-dessus. Merci. Ok. Bonjour à tous. Moi, c'est Abdel Afissou Adéguité. Je suis le secrétaire permanent de la communauté des communes du plateau. Une association de communes qui fait frontalier avec l'OME, où se trouve, qui regroupe 9 communes, et il y a la commune de Porte-Novo. Donc, je ne présenterai plus le Bénin parce que, comme on le dit chez nous, la grande sœur Zissou, elle a déjà présenté un peu le Bénin. Et là, c'est pas pour rien, je suis allé sur l'aspect multiniveau. Bon, étant d'une intercommunalité, je pense qu'il reste beaucoup à faire. Le cadre politique est partout. Madame Zissou l'a dit tout à l'heure, l'OME, le plateau, c'est le fief d'un parti fort dans le temps, mais aujourd'hui, qui s'est fait un peu bas à cause du contexte des tests aujourd'hui. Donc, je dirais que la situation au Bénin est un peu... bon, on est encore élève, on ne finit jamais d'apprendre, mais j'avoue qu'avec les textes de loi et les décrets en application par rapport à la décentralisation, il y a une relecture qui est en vue, ce qui va permettre, je pense que ce processus est mis en marche il y a un moment pour que toutes les parties prenantes contribuent. Je pense qu'au final, on pourra avoir de bonnes lois, des décrets qui reflètent un peu plus le niveau de développement au niveau de nos communes, au niveau de nos associations. En fait, l'association de la communauté des communes du plateau est née, comme je l'ai dit, depuis 2005. Bon, c'était la loi 2009-17 qui, en ses articles 176 et 177, qui permettait aux communes de se retrouver en association pour pouvoir relever les défis majeurs qu'une commune à elle seule ne pourrait atteindre. Et très tôt, le cadre a évolué en 2018. Non, oui, c'est la loi 2097-09 du 15 janvier qui permettait aux communes de s'associer pour relever des défis. Et très tôt en 2009, il y a eu la loi portant modalité de l'intercommunalité et le décret d'application en 2012 où toutes les associations devraient se conformer à un établissement public de coopération intercommunale selon les recoupements possibles. Donc, institutionnellement, le cadre se crée, mais ce n'est pas aussi trop les réalités de notre pays. Du coup, on a des difficultés à échanger, à partager. Et l'aspect politique fait que même en association, si on n'a pas une forte majorité
d'un groupe politique, les aspects, les défis à relever très tôt ne sont pas pris en compte par nos politiques. Nous sommes des techniques, nous faisons des propositions à tous les niveaux possibles pour que le territoire que nous couvrons arrive à relever un grand nombre de défis pour le bonheur de nos populations. Je pense que c'est un peu ça. Quand j'ai fait un peu le tour de, de la session 2 en matière de cadre relationnel de coopération, je l'ai dit, ça c'est le niveau entre communes au Bénin. Il y a des échanges, des coopérations, des partenariats entre les communes du Bénin et d'autres communes du Nord ou des agglomérations de communes du Nord. Mais pour donner aussi le cas typique de la communauté des communes du plateau qui a eu une coopération avec le Grand Chalon en France, le manque de... oui, on est allé en coopération, on a essayé, mais les résultats n'ont pas été atteints. Oui, les techniques faisaient l'effort, mais les politiques étaient aussi ça. Du coup, le partenaire s'est retiré. Les acquis sont là aujourd'hui. On essaie de faire avec. Juste pour dire que la politisation est vraiment le nœud gordien de notre décentralisation aujourd'hui. Parce que nos techniques, on aura beau vouloir proposer, tant que la politique n'accompagne pas nos idées, on sera toujours un peu out par rapport aux objectifs du développement durable. Donc, selon moi, c'est par rapport à la gouvernance multiniveau. Oui, aujourd'hui, le plateau a un préfet que je vois aussi beaucoup engagé pour le développement du territoire. Ayant été au ministère pour accompagner un certain nombre d'associations pour le développement intercommunal, essaie de booster. Je pense que d'ici là, les choses vont changer au niveau du plateau. Et avec la nouvelle mandature qui est en place, on voit beaucoup plus d'engagement de nos nouveaux élus aujourd'hui qui sont perceptibles et qui veulent bouger les choses. Donc, c'est un peu de façon sommaire ce que je pourrais apporter par rapport à la gouvernance multiniveau au niveau de notre territoire. Chaque commune a souvent des services déconcentrés qui sont les relais au niveau des communes et au niveau du département pour une collaboration avec le pouvoir en place étatique qui nous accompagne pour des aspects techniques de nos interventions au niveau des communes. Je pense que chacun à son niveau essaie de mettre la main à la pâte pour faire le développement de notre territoire. Pour ne pas être plus long, je pense que j'en ai déjà fait 5 minutes environ. Je préfère m'en arrêter là pour qu'on fasse le débat et échanger un peu plus. C'est parfait. Merci beaucoup Abdel, pour ce cas par rapport à la communauté de communes du plateau. Je pense que vous avez aussi mentionné un élément qui est intéressant, c'est le rôle du préfet. Donc, je comprends que le rôle du préfet, c'est un service déconcentré de l'État, c'est le ministère de l'Intérieur normalement. Donc, il y a quand même cet accompagnement, même s'il y a une politisation de la décentralisation. Je demanderai à Serge peut-être de revenir dans quelques minutes dans ses conclusions sur
sur ce point-là, parce que ça a été mentionné, je pense, par nos trois intervenants, non, cette décentralisation qui finit par, d'une part, retranscrire le schéma des politiques nationales, c'est-à-dire cette bataille entre les partis au niveau national qu'on veut remettre au niveau local, et puis qui au final, empêche un petit peu un dialogue serein, constructif sur le territoire. Vous mentionnez cette difficulté d'entente entre les partis politiques, et c'est vrai que aussi bien cette logique-là se retrouve dans de nombreux pays au niveau national, hein, ces tensions entre partis politiques, mais c'est vrai qu'au niveau local, on doit faire l'économie et on doit pouvoir surpasser ces difficultés-là, parce que les enjeux sont trop importants et on ne peut pas rentrer dans des querelles de partis quand il s'agit des services de base qui sont portés aux citoyens, quand il s'agit des éléments de la vie quotidienne, de l'accès à l'eau, l'assainissement, le développement économique local, qui ont été mentionnés entre autres, où là on ne peut pas être dans une querelle politicienne par rapport à ces services-là. Donc je crois que vous avez aussi mentionné ces éléments, et notamment aussi cette difficulté de mettre en place cette coopération entre les communes de la communauté de communes à cause de ces difficultés-là. Et j'imagine qu'aussi en termes de gestion des déchets, en termes d'accès à vraiment des services tels que l'eau, l'électricité, des choses très concrètes, le transport, ça doit quand même difficulter les choses. Je vais donner l'opportunité à Paul qui est avec nous. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qu'on dit. Alors, vous avez déjà présenté le cas du Cameroun jeudi, vous étiez avec nous, Paul. Est-ce que par rapport à ce que vous avez entendu là de vos camarades et collègues, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir? Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe peut-être redonner la parole à Serge pour peut-être une petite synthèse de tout ce qu'il a entendu et quelques éléments qui pourraient nous apporter? Paul, vous voulez intervenir? Il faut unmute. Bonjour à tous. Allô? Oui, on vous entend. Allez-y, Paul. Bonjour. Je dirais que c'est un échange vraiment très, très enrichissant. Et dans le cadre du Cameroun, la décentralisation ici, elle est aussi, il y a déjà le rôle de la tutelle qui est l'État qui joue un rôle fondamental, parce que du fait de pouvoir s'assurer de contrôler les compétences qui ont été transférées, les services de la préfecture assurent un rôle d'appui conseil, un rôle régalien pour pouvoir s'assurer que la compétence transférée est mise conformément aux orientations prescrites par la loi. Le cas aussi, l'une des innovations qu'on peut enregistrer au niveau du Cameroun, c'est avec la loi portant Code général des collectivités. Elle donne la possibilité aux citoyens de pouvoir intervenir. Et par cette action, on a vu à Yaoundé 4 une association qui a porté son projet, et en partenariat avec la municipalité de Yaoundé 4 et la communauté urbaine, elle a pu lever un appel de fonds de l'Union européenne et faire réaliser un projet de développement durable, notamment le plan d'action sur l'accès à l'énergie et aux services sociaux de base. C'est des exemples comme ça qui se réalisent par des citoyens ou des associations, mais il faut relever ici que dans des zones rurales, l'action n'est pas encore véritablement, elle n'a pas encore pris corps, parce qu'il est question 2030, c'est dans 10 ans, et dans 10 ans, s'il y a certaines villes qui n'ont pas encore pris le pas, il y a un léger retard dans ce sens. Mais j'ose croire qu'avec les régions qui sont en train de naître, des actions seront boostées. Et des actions
des sélections comme celle où je bénéficie des formations en ligne sur la localisation, ça permet déjà davantage de pouvoir capaciter les acteurs au niveau local pour pouvoir permettre de ne laisser personne pour compte pour qu'on puisse vraiment de façon transversale toucher un maximum des objectifs. Voilà ce que je peux ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Merci beaucoup, Paul. Je crois que vous avez deux points très intéressants dans ce que vous dites. C'est le rôle de tuteur que peut jouer l'autorité centrale. Et je crois que c'est intéressant si l'autorité centrale décentralise ses compétences. Il est important aussi qu'elle contrôle que ces compétences sont mises en œuvre. Donc, il y a toujours une limite à trouver entre ce qui est la tutelle pour que la tutelle se passe dans de bonnes conditions. Mais je pense que c'est intéressant ce rôle. Ça a été mentionné aussi auparavant par Abdel le rôle du préfet qui accompagne et vous l'avez mentionné aussi pour s'assurer que la loi est respectée, que les autorités mettent bien en place leurs compétences et respectent le cadre légal et leurs obligations. Je crois que ça c'est c'est très important. On n'est pas ici dans une lutte entre le local et le national, mais on cherche à travailler ensemble. Et bien évidemment, il faut qu'on s'assure que cette relation fonctionne et il faut qu'il y ait des contrôles. Et puis, le rôle de la société civile, la contribution des citoyens, je crois que dans le cadre de la décentralisation, c'est aussi un élément fondamental. Et on l'a vu, il y a le cas du Bénin et aussi dans le cas du Togo, les collègues nous ont mentionné cette politisation de la décentralisation. Or, la décentralisation, elle doit aussi accompagner une meilleure relation avec les territoires et être inclusive et permettre aux acteurs qui sont présents sur le territoire, que ce soit société civile, que ce soit les citoyens eux-mêmes, que ce soit les entreprises, de participer à la mise en œuvre de cette décentralisation et d'être eux-mêmes actifs et de se sentir partie du processus de développement. Donc, je crois que c'est des éléments très, très intéressants. Serge, je reviens vers toi. On a entendu, je pense, des choses très, comme je disais, très intéressantes, très instructives, aussi des défis, des choses très concrètes sur les difficultés qui sont rencontrées, sur peut-être la jeunesse de certains processus, sur le fait que d'autres processus de décentralisation servent des fins qui ne sont pas forcément les leurs. On n'utilise ça peut-être pas à bon escient. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je ne vais pas réagir sur tout. Je voudrais revenir peut-être sur trois choses. Je laisse de côté sur quoi tu insistais, Lamine, qui était cette nécessaire construction de relations entre les représentants du gouvernement central et des gouvernements locaux. Je ne reviendrai pas là-dessus. Le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur le rôle de la société civile. Parce qu'il me paraît extrêmement important, et notamment par rapport à ces questions de politisation du débat local que vous évoquez. Et Paul disait à la fin là, le rôle de la société civile, notamment dans la construction de partenariats avec la collectivité, pour faire avancer des choses concrètes, pour faire avancer des projets concrets. Je dis ça parce que, effectivement, l'espace politique, l'espace local, c'est une arène politique pour les partis politiques. C'est très clair, tout le monde l'a dit, etc. Et ça alimente à la fois l'espace national, mais ça redescend aussi sur l'espace local. Enfin, le politique prend le pouvoir, le politique au sens du politicien, effectivement, ce qu'on a entendu de vous, c'est que ça prend le pouvoir au niveau local et que ça empêche, ça entrave la bonne gestion des territoires et la mise en œuvre de ces objectifs de développement, et la réponse aux demandes, aux requêtes, etc. des citoyens. Eh bien, je pense que si on se place, si on change de continent, on va en Amérique latine, où la décentralisation a été un peu antérieure, c'est-à-dire qu'elle a démarré avant
d'une certaine façon, ou de façon différente peut-être de la décentralisation en Afrique, eh bien, on s'aperçoit que de la même façon, le champ local était un champ d'affrontement politique entre les partis politiques, etc. Et comment ça a été surmonté? Ça a été surmonté par la mobilisation de la société civile, qui a revendiqué un certain nombre de choses auprès de ses autorités locales, qu'elles soient élues ou pas élues d'ailleurs. Et c'est la société civile qui, parce qu'elle était organisée, a pu revendiquer un certain nombre de choses vis-à-vis de l'autorité locale. Donc, le rôle de la société civile est extrêmement important pour dépolitiser, d'une certaine façon, les débats et les reterritorialiser. Leur redonner ce caractère territorial. Et au sein de la société civile, quand je parle de la société civile, je parle, je dirais, des habitants, des quartiers organisés, je parle d'organisations non gouvernementales qui accompagnaient un certain nombre de choses au plan social, au plan culturel, etc., dans les quartiers. Je parle de tout ce tissu associatif et de l'organisation des populations pour peser sur l'autorité locale et sur la décision publique. Et au sein de ces mouvements, enfin c'est ce qu'on aperçoit en Amérique latine, le rôle des femmes était très très important parce que les femmes étaient d'une certaine façon déconnectées de ce jeu politique, de ce jeu de pouvoir qui était celui qui était largement porté par la jante masculine. C'est les hommes, ils aiment bien débattre politique, etc. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que les femmes avaient, je dirais, parce que c'est elles qui étaient au quotidien, je veux dire, dans les quartiers, confrontées aux problèmes de l'eau, de l'assainissement, etc. Et c'est elles qui portaient une autre parole et qui ont pu faire bouger les lignes justement à l'échelle locale pour faire en sorte que la question de la gestion des territoires ne soit pas simplement, je dirais, une confrontation de politique politicienne entre des gens, mais qu'elle revienne aux fondamentaux, qu'elle revienne aux questions qui étaient à traiter localement. Donc ça, c'est donc le rôle de la société civile et le rôle de la société civile organisée me semble extrêmement important si l'on veut surmonter cette politisation du débat local que vous avez tous évoqué. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je veux souligner, c'est qu'effectivement, ces processus de décentralisation, comme le disait Lamine, et je l'avais dit la dernière fois, c'est des processus en chantier permanent, c'est-à-dire que c'est jamais achevé la décentralisation. On ne peut pas considérer que, y compris dans les pays où, et on avait la dernière fois des collègues de France ou qui nous disaient, ben voilà, on en débat toujours, en dépit du fait que c'est quelque chose qui est ancien, mais c'est toujours sur le métier, c'est toujours en chantier la décentralisation. Donc, et c'est fait d'avancées, c'est fait de recul. Il faut le prendre comme tel, c'est un processus et je veux dire ce processus, il est alimenté par le débat public, etc. Et voilà, bon, c'est comme ça. Et il ne faut pas croire qu'un jour ou qu'on pourrait avoir une décentralisation parfaite, achevée, etc. Ne croyons pas ça parce que c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Donc, il faut continuer à batailler pour obtenir des avancées, mais il faut savoir que c'est fait effectivement d'avancées et de recul. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est, quand je vous écoutais, c'est aussi l'importance de l'administration municipale. C'est-à-dire qu'il y a je dirais, un espace politique, la municipalité est un espace politique, mais la municipalité, c'est aussi des cadres, c'est aussi une administration, et que ça doit aussi faire l'objet d'une attention particulière. Le problème, quand on parle de ressources humaines, etc., c'est que
on attache insuffisamment d'importance à l'administration municipale. L'administration municipale n'a pas de statut dans la plupart des pays d'Afrique. C'est-à-dire que les cadres municipaux, c'est pas voilà, c'est pas un métier reconnu, cadre municipal dans beaucoup de pays. À la différence, par exemple, des pays d'Europe, hein, où il y a un statut, où il y a des avancements, etc. C'est-à-dire que c'est un vrai statut. C'est un vrai statut de fonctionnaire territorial, quoi. C'est quelque chose qui est reconnu, qui est important. Il y a ces centres de formation où il y a des possibilités d'évolution, de promotion, etc. Ce n'est pas le cas dans la plupart des pays d'Afrique, à ma connaissance. Il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de formation. Moi, je connais très peu, enfin, à moins que vous me disiez le contraire, mais et pas simplement de renforcement des capacités des cadres en poste, parce que ça, effectivement, beaucoup de coopérations cherchent à renforcer les capacités. Mais je parle de formation plus dans la durée, des formations universitaires qui forment à la profession et au métier territorial. Et ça aussi, je crois que c'est un débat. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les collègues africains veulent se former à la gestion municipale, à la gestion urbaine, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont se former? Où est-ce qu'ils vont se former? Nulle part, il n'y a pas ça. Et donc là, il y a un vrai débat aussi et quelque chose d'extrêmement important en matière de structuration de ce qui est la formation au métier de la ville, au métier de l'urbain. Et je pense que ça aussi, c'est un champ de bataille important qu'il faut avoir présent à l'esprit. Donc voilà ce que je voulais dire, Lamine. Quelques réflexions. C'est ce que m'a inspiré le débat, plus que des conclusions à proprement parler. Mais voilà, bon, c'est des choses voilà, que j'avais envie de dire en écoutant les collègues, très, très intéressant. Merci beaucoup, Serge. Non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est des éléments très pertinents qui ressortent comme tu dis, de ce qu'ont dit les collègues. On voit que malgré la diversité, c'est ça qui est intéressant, malgré la diversité des situations, il y a aussi beaucoup de difficultés communes, de défis communs. Et comme tu disais, il faut continuer à batailler. Je crois que c'est aussi ça. C'est un processus qui ne s'arrête pas. Il faut continuer à professionnaliser. Je crois que ça, c'est un élément très important. Tu mentionnes professionnaliser le développement territorial. Et en effet, on voyait cette difficulté qu'ont les collègues quand ils parlent de la politisation. Ça peut être une contrepartie, c'est professionnaliser, avoir des cadres territoriaux mieux reconnus. Professionnaliser, ce n'est pas seulement une question, comme tu disais, de compétences, mais c'est aussi une question de statut, parce que justement, en ayant un statut mieux reconnus, ils seront mieux acceptés par les élus et ils pourront donc peser plus sur le politique, puisque leur rôle n'est pas de prendre des décisions politiques, mais leur rôle, c'est quand même d'assurer une cohérence entre mandats, d'assurer une cohérence par rapport au cadre juridique, au cadre de compétences et aussi cette connexion avec le territoire, la société civile que tu mentionnais en particulier. Donc, il y a un vrai besoin certainement dans le futur de travailler sur cette dimension. Moi, j'ai vu dans mon expérience en coopération décentralisée, dans les projets de coopération, c'est malheureusement souvent la difficulté qu'on rencontre. C'est qu'on a, quand on met en face à face des collectivités européennes et des collectivités africaines, le point difficile, c'est de trouver l'interlocuteur équivalent. C'est-à-dire quand on veut faire du peer learning, de l'apprentissage, d'un côté, on va avoir des administrations ultra structurées avec le département, le chef de département, le directeur, l'ingénieur, toute une série de fonctions identifiées. Et de l'autre côté, on va avoir des personnes qui souvent, malheureusement, doivent occuper plusieurs casquettes au sein de leur administration, font un peu tout, sont un peu toutes seules, n'ont pas les collègues nécessaires pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Donc, on comprend bien qu'à un moment donné, ça limite cette capacité d'action. Donc, le statut et augmenter la qualité du statut et le nombre de personnel des ressources humaines pour que, justement, il y ait une assise en termes d'agents de développement territorial dans ces collectivités, c'est quelque chose de fondamental. Je
crois qu'on a eu un débat très, très riche. On a encore un peu de temps si quelqu'un veut apporter un élément supplémentaire. Sinon, on vous le libérera ce samedi matin. Parce qu'on sait que c'est aussi un effort de participer à où tout le monde travaille. Vous êtes tous très occupés, donc on vous remercie de prendre du temps sur votre samedi matin. Oui, je vois Eric qui lève la main. Vas-y, Eric. Je vous demanderai juste de maintenir vos interventions courtes, 1 minute 30. Comme ça, on peut se réécouter les uns les autres. D'accord. Merci encore une fois à Serge Alou pour son développement. Et il a parlé d'un point qui m'est important, c'est l'apport de la société civile au niveau local. Mais tout comme au niveau étatique, c'est-à-dire national, la société civile aussi me semble être politisée. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une société civile dans nos pays, ou surtout au Togo ici, qui n'est pas proche soit de l'opposition, soit du parti au pouvoir. Et ce qui fait qu'à un moment donné, même sur le plan local, la prise de position de la société civile ou l'apport de la société civile n'est pas si effectif que ça, n'est pas si impactant que ça. Et ça ne donne pas encore l'impression que la société civile peut pousser les autorités locales, ou que ce soit les autorités locales ou bien les autorités nationales, à faire soit une décentralisation et pérenne. Donc, nous sommes vraiment dans une situation où trouver les voies et moyens pour limiter l'influence de la politique dans le processus de la décentralisation est devenu aujourd'hui une équation à double inconnue. Pour résoudre cette équation nous est un peu difficile. Voilà, oui, je suis d'accord que la société civile intervienne, mais cette intervention aussi aujourd'hui, ou bien ce secteur aussi est pollué par la politique, ce qui traîne vraiment l'impact de la société civile. Merci. Merci Eric pour cet élément. Je vois qu'il y a Sedzro qui nous a rejoint en cours de rencontre vers la fin, qui voulait prendre la parole. Il y a aussi Jocelyne et il y a aussi Paul. Donc on va aller dans l'ordre. Sedzro, Jocelyne et puis Paul. Sedzro, à vous la parole. Vous êtes aussi de la commune de Halo au Togo, donc on vous écoute. Est-ce que vous nous entendez? Il faudrait faire unmute si vous nous entendez. Parce que nous, on ne peut pas vous entendre pour l'instant. Bon, je vais, en attendant que Sedzro puisse se communiquer avec nous, je vais vous donner la parole, Jocelyne. Merci Lamine. Je vous remercie pour ce débat et les échanges sont très, très intéressants. Je voulais revenir sur ce creuset départemental dont Abdel Afissou a parlé, qui dépend de la préfecture, qui est organisée par la préfecture, qui rassemble toutes les structures déconcentrées de l'État, c'est-à-dire les directions départementales, voilà, de chaque ministère intéressé à des activités sur le territoire. Donc, cette structure est chargée du suivi des projets et programmes annoncés par les communes, est également chargée du suivi de la consommation des ressources mises à disposition. Alors, ça veut dire que lorsqu'il y a blocage, lorsqu'il y a difficulté de réalisation d'un projet ou de décaissement à un niveau quelconque, ce creuset peut intervenir pour débloquer la situation. Et je trouve dans cette institution qui se réunit, je crois, 2 fois par an, un instrument utile pour la localisation des ODD, à partir du moment où ils en feront une activité majeure pour non seulement accompagner les communes à inscrire dans leurs projets et programmes les objectifs
les ODD, mais également pour corriger le tir ou pour booster ou accompagner, en tout cas de façon efficace, la mise à disposition de ressources ou la réclamation de ressources ou de tout autre moyen utile et efficace pour la mise en œuvre des ODD. C'est ce point que je voulais ajouter à son intervention. Merci. Merci beaucoup, Jocelyne. En effet, là, on rentre dans les concepts de gouvernance multiniveau et de mécanismes concrets pour que les différents niveaux puissent s'appuyer les uns les autres. Je pense que c'est un élément très important. Il me semble que Setzo est maintenant en unmute. On vous écoute. On vous demande une minute 30, pas plus. Est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez parler? Yena Setzo, on vous entend pas, toujours pas. Est-ce que vous pouvez... Bon, toujours difficulté sur la connexion. Paul, vous étiez le suivant sur la liste et je vois Abdel aussi qui demande la parole. Paul, allez-y. Pour mon intervention, c'est pour compléter certaines informations de Serge concernant justement la formation du personnel. Le Cameroun, actuellement, le Cameroun est un modèle dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation. Depuis les années 1976 jusqu'en 2018, il y avait une école, le CEFAM. Mais pour s'arrimer aux différents enjeux actuels, le CEFAM a été réorganisé en la NASLA, la National Academy of School of Local Administration. Ceci étant, j'ai eu cette chance-là d'être non seulement technicien du génie sanitaire, mais aussi un diplômé du CEFAM, option gestion des services techniques et sociaux. C'est avec ces formations, elles permettent justement au personnel communaux d'avoir vraiment de l'expertise. Cela s'est vu lorsque pour avoir travaillé dans la commune de Yaoundé-4 notamment. J'ai encadré plus de 300 étudiants et des étudiants encadrés, tout même c'est du niveau master, tout niveau, tout cycle confondu. J'avais une ressource vraiment à même de pouvoir leur donner une bonne orientation. Mais justement, et le paradoxe justement, c'est où il faut davantage que les ODD puissent intervenir et qu'on puisse vraiment faire des sensibilisations dans ce sens. Il est question justement, même les autres corps de métier, de les orienter en fonction des compétences qui sont transférées, que les uns les autres, pour que les métiers communaux puissent véritablement mieux être outillés. Les universités dispensent déjà des enseignements, mais il y en a encore des limites dans ce sens. Mais avec ce qui est fait dans le cadre de la régionalisation qui est en train de voir le jour, certains services déconcentrés seront rattachés directement aux régions et cela va booster les développements au niveau des localités. C'est ce que je peux ajouter pour actuellement suite à l'intervention de M. Serge. Merci beaucoup, Paul. Intéressant et on prend note de cette professionnalisation en cours. Donc, depuis 2018, il y a eu, si je comprends bien, un nouveau modèle qui est mis en œuvre au Cameroun. Je pense que ce sera intéressant de voir comment ce modèle évolue et on est content que vous soyez un produit de cette formation de cadres territoriaux. Je crois que c'est très, très bien. Un exemple peut-être à partager. Bonjour. 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 C'est Michel Sen. C'est Michel Sen. Michel, une petite seconde, on avait Abdel et après je reviendrai vers vous. On avait Abdel sur la liste des intervenants.
D'accord. Je reviens vers vous. On avait Abdel d'abord sur la liste. Allez-y, Abdel. Ok, merci à vous. Je pense que M. Serge Diallo a abordé un peu l'aspect ressources humaines. J'avoue que c'est, mais tu Lamine aussi, vous aussi vous en aviez abordé par rapport aux communes du Sud où un seul individu se retrouve chef service de tout, de trois services différents. Du coup, il est débordé par les charges. Euh, le peu qui pense rester n'est pas aussi motivé. Du coup, quand il trouve une opportunité, il part et la commune ou l'intercommunalité reprend encore tout à zéro. Donc, il y a cet aspect qui freine aussi la vision, le développement de nos communes et intercommunalités. Je pense il faudrait avoir réellement une politique d'encadrement de nos cadres communaux, des cadres de collectivités territoriales, afin que nous n'arrivons plus à très tôt perdre ces compétences qui dès qu'ils prennent la machine, se voient aussi partant de sitôt et il faut reprendre tout à zéro. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on pense à une politique majeure par rapport aux ressources humaines de nos territoires. Bon, c'est aussi ce que le collègue du Togo a dit, une commune qui recouvre 5000, comment on pourra rémunérer les cadres? Il y a ces difficultés financières aussi qui font que ça devient une difficulté pour la commune, bien qu'on ait l'envie d'avoir des ingénieurs ou des cadres qui vont œuvrer pour le développement. Très tôt, on se voit confronté aux difficultés financières et puis on essaie de revoir encore la politique. Bon, comme le collègue Camerounos, il a dit au Bénin, il y a la céphale. Madame Zissou l'avait déjà abordé. Je pense que il y a ces écoles ou ces centres aujourd'hui qui permettent de renforcer un peu les cadres au niveau des collectivités territoriales. C'est ce que je voulais juste ajouter. Merci à vous. Merci Abdel. Encore un cas concret. Je pense que c'est intéressant d'aussi commencer à avoir un peu une vision de ce qui existe dans les différents pays. Et puis, très certainement aussi, je pense que ça peut être très, très utile à CGLU, notamment pour étudier un peu plus ces cas-là et pourquoi pas aussi favoriser de l'échange d'expériences sur cette dimension-là. Il y a aussi une académie, il y a l'ALGA qui a été créée par CGLU Afrique, l'académie African Local Government Academy, qui a déjà aussi mis en place différentes formations, notamment une formation sur les coachs territoriaux et qui est en train de préparer aussi différents cursus pour essayer d'accompagner certains des pays et former des cadres dans certains des pays. Je crois que c'est aussi une expérience très intéressante. Alors, je vais vous demander d'être bref parce qu'on en est à la conclusion, mais on a, si je ne dis pas de bêtises, Abdou Sen, qui est président planificateur du conseil départemental au niveau du ministère au Sénégal, c'est ça? C'est ça, monsieur Sen? Abdou? Bonjour, mon professeur. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Alors, vous arrivez sur la fin du séminaire. On en était aux conclusions. Je peux vous donner une petite minute si vous voulez nous donner, réagir sur ce que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant. Et de toute façon, je vois aussi que Sedzro avait des difficultés avec son micro. Ceux qui n'ont pas pu intervenir dans le webinaire, on leur donnera une opportunité de rattrapage d'une façon ou d'une autre pour cette activité. Mais en une minute, si vous voulez contribuer à ce que vous avez déjà entendu là dans les quelques minutes où vous étiez avec nous.
Merci mon professeur, merci chers collègues. Je suis très ravi hein, de vous retrouver enfin. Je me suis trompé en fait donc sur l'heure parce que je pensais que ça devait démarrer de 10 heures à midi. Donc j'ai eu, il y a le faisceau qui m'a trompé apparemment. Bon, mais je pense que je me présente encore, c'est M. Abdoussen, je suis le premier vice-président du conseil départemental de Bombay. C'est dans la région de Diourbel, dans le centre donc, du Sénégal. J'étais également ancien maire de 2009 à 2014, maire d'une commune dans le même département. Et j'assume également des responsabilités au niveau du ministère de l'Éducation nationale, comme chef du bureau partenariat au niveau de la direction de la planification et de la réforme de l'éducation. Donc, à ma double casquette, j'ai eu la chance, parce que ce que je vous ai entendu dire apparemment, c'est par rapport donc au cadre des collectivités donc territoriaux. Je n'ai pas eu la chance d'assister donc à l'ensemble de cette réunion-là. Juste dire qu'au Sénégal, il y a cette petite expérience avec ce qu'on appelle donc la fonction publique locale, où l'État va vers certainement l'encadrement donc des cadres qu'on va déployer au niveau donc des communes donc territoriales et au niveau donc des départements. Je pense que ça aussi c'est une expérience peut-être qu'on aura l'occasion donc sur laquelle on aura donc l'occasion de revenir pour encore partager cette expérience avec l'ensemble donc de nos collègues. Au passage que je salue et je pense que ça sera pour très bientôt pour qu'on puisse donc nous revoir. Merci. Merci beaucoup, Abdou. On prend note. Je crois que ça ajoute. Alors, la discussion a été un peu plus large. Aujourd'hui, on a parlé de finances locales, de décentralisation, de gouvernance multiniveau. Mais c'est vrai que dans les conclusions, Serge le disait, il y a peut-être ce besoin justement de renforcer l'assise des fonctionnaires territoriaux. Je crois que Serge, là, on a eu quand même dans les différentes réactions un début de réponse qui est que peut-être qu'il y a une prise de conscience justement qui est en train d'être faite dans les différents pays, que ce soit par les gouvernements nationaux eux-mêmes et par les autorités locales. Et il y a quand même, on voit, une volonté de développer des structures. Il y a peut-être un petit quelque chose là qui est en train de changer, parce que je crois qu'on parlait de changement, de ce processus qui est constamment en évolution. Donc, je pense que c'est aussi une lueur d'espoir. Peut-être le dernier mot pour toi, Serge, avant qu'on clôture. Non, je suis d'accord, c'est que c'est, encore une fois, c'est fait d'avancer, de combat, cette question je dirais, du rôle des collectivités territoriales, du pouvoir, de leur capacité d'agir, à la fois au plan politique, institutionnel, et puis au plan concret, je dirais, avec des moyens, des ressources humaines, des ressources financières pour pouvoir agir. C'est des choses qui sont, encore une fois, en chantier permanent, et je suis d'accord, il y a des avancées. Il y a des avancées, il faut les reconnaître, notamment en matière de formation, comme disait le collègue du Sénégal. Bon, très bien, mais le combat continue, quoi. C'est pas voilà. Non, rien de plus, Lamine. Merci. Merci Serge. On finira sur cette note du combat continu et je crois que on a, enfin vous, autorités locales, je dirais, vous avez aussi la chance d'avoir des réseaux qui se mobilisent. CGLU étant le réseau des réseaux, étant un peu la tête de lance. Et je crois que dans vos pays, il y a des associations de collectivités locales qui sont de plus en plus actives, de plus en plus fortes. Il y a CGLU Afrique qui est toujours dans ce travail de plaidoyer, et puis CGLU qui porte tout ça au niveau global avec les Nations Unies, en portant aussi la Global Task Force, le groupe de travail mondial, où il y a plus d'une quarantaine, un peu plus même maintenant, je crois, de réseaux internationaux qui se regroupent dans cette task force coordonnée par CGLU pour justement continuer cette bataille. Je crois que Serge l'a bien dit, il faut continuer. Il y a des choses qui se font, mais il ne faut pas s'arrêter à ces petites victoires. Il faut essayer de continuer dans cette démarche pour
pour au final, je crois, et c'est ça qui est aussi important, c'est au final assurer des services aux citoyens, parce que le travail que vous faites au quotidien, c'est aussi pour assurer que vos territoires bénéficient de meilleures conditions, que les citoyens qui vivent, les personnes qui vivent sur vos territoires, comme le dit l'agenda 2030, ne restent pas derrière, ne laissez personne derrière. Donc, il faut continuer à faire avancer ce travail-là. Je crois qu'on va clôturer sur ça. Je vais vous remercier tous et toutes. Ça a été très, très enrichissant. On a beaucoup appris, je pense, encore de notre côté. Donc, c'est aussi l'avantage de ce cours en ligne, c'est qu'au final, c'est un cours où les professeurs et les intervenants apprennent tout autant que les étudiants. C'est la volonté d'avoir cet échange et de voir un peu ce qui se passe partout, d'avoir des retours sur vos perceptions. Donc là, c'était très, très intéressant pour nous. On va continuer. La semaine prochaine, vous commencez le chapitre 3, qui va être un chapitre très intéressant puisqu'on rentre dans le cœur de ce qui est la localisation, puisqu'on va parler vraiment de comment inclure les ODD dans les plans de développement locaux et comment on aligne les plans qui existent déjà et comment on développe les futurs plans en s'alignant à ces 17 objectifs et à l'ensemble des principes qui sont proposés pour encore un peu plus renforcer cette capacité des autorités locales à agir dans ce cadre-là. Et puis, on aura le chapitre 4 qui nous emmènera sur une dimension qui est aussi très intéressante un peu plus tard, qui est celle du suivi et de l'évaluation. Donc, comment on fait en sorte de s'assurer que les autorités locales font remonter l'information. Je vois Fernando qui voulait dire un petit mot de conclusion. Ah oui, non, juste avec cette opportunité, je vous indique ici dans le chat un cours gratuit que nous sommes en train de lancer cette semaine sur les services publics locaux devant le Covid, c'est gratuit et c'est disponible en ligne et pour faire individuellement aussi. Je pense que c'est une opportunité et ça discute aussi les financements locaux et des autres services publics locaux. Donc, je pense que c'est une opportunité aussi en français. Merci. Merci beaucoup, Fernando. On fera très bonne opportunité, en effet, et je pense qu'on partagera aussi le lien plus amplement sur la plateforme pour s'il y a d'autres collègues qui sont intéressés pour aller. Je crois qu'il faut utiliser toute l'information qui est générée et essayer de la capitaliser. Donc, très, très important. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Je vous souhaite un très bon samedi, très bon week-end. Grand merci à Serge qui nous a accompagnés sur ces 2 webinaires et qui nous a partagé ses lumières. Je crois que c'était des analyses très pertinentes et beaucoup d'éléments de réflexion donc qui j'espère, vous serviront aussi dans votre travail quotidien. Je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.